quoi pensez-vous quand vous entendez le nom de Jean-Marc Ayrault? Un premier ministre discret, un professeur d'allemand devenu technocrate gris, perdu dans les couloirs interminables de Matignon? Imaginez maintenant l'exact inverse. Un gamin de village, les chaussures pleines de boue, un fils de famille modeste qui révise son allemand à la lumière jaunâtre d'une lampe de chevet, pendant qu'à quelques dizaines de kilomètres de là, dans un appartement cossu de Nantes, son futur rival politique apprend déjà les codes de la bonne bourgeoisie. Deux trajectoires qui s'ignorent encore, mais qui finiront par se percuter violemment, sous le compte à rebours implacable d'une élection municipale où il n'y aura qu'un seul survivant politique. Tout commence loin de Paris, loin même de Nantes. Le 25 janvier 1950, à Maulévrier, un bourg du Maine-et-Loire où les hivers sont rudes et les campagnes encore marquées par la guerre, naît Jean-Marc. La France se reconstruit, les usines tournent, les champs n'ont jamais autant demandé de bras. Sa famille vit sans luxe, avec cette frugalité presque naturelle des milieux modestes de l'Ouest. On compte chaque franc, on répare, on ne jette pas. Le dimanche, c'est la messe, la sortie, le moment où l'on croise tout le village. Dans ce décor de clochers, de routes étroites et de maisons de pierre, le jeune Jean-Marc se fait remarquer par une chose. Il lit. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, journaux, manuels, vieux livres ternis par le temps, là où d'autres rêvent de partir en ville pour travailler, lui, très tôt, rêve d'apprendre. À l'école, l'enfant n'a rien de spectaculaire. Silencieux, appliqué, poli. Mais les instituteurs repèrent vite ce mélange rare de sérieux et de curiosité. Il ne se contente pas d'apprendre ses leçons. Il veut comprendre pourquoi le monde tourne comme il tourne. Pourquoi certains ont tant et d'autres si peu? Pourquoi on parle encore de la guerre, de l'Allemagne, de ces villes en ruine dont parlent les adultes à voix basse? À Maulévrier, les grands récits de l'histoire arrivent par bribes. Un ancien soldat au café du coin, un oncle qui évoque la débâcle, un professeur qui montre un jour une photo de Berlin éventrée. L'image s'imprime dans l'esprit du garçon. L'Allemagne, ce nom revient sans cesse. Ce pays détruit puis relevé, ce voisin si proche et si lointain à la fois, devient pour lui une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand que son village. Pendant ce temps, à Nantes, une autre enfance s'écrit. Dans un environnement plus confortable, nourri par les codes d'une droite nantaise bien installée, se forge celui qui, des années plus tard, s'appellera l'adversaire politique de Jean-Marc Ayrault, Michel Chauty. Il est plus âgé, plus expérimenté quand viendra l'affrontement, mais déjà les lignes se dessinent. D'un côté, le fils des campagnes, formé dans la culture du travail compté et du catholicisme social, de l'autre, un représentant de cette bourgeoisie urbaine, attaché à l'ordre, à la tradition, à la continuité. Ils ne se connaissent pas, ne se croiseront pas avant longtemps, mais leur destin se dirige vers la même arène. Nantes, c'est faubourg. Populaire, c'est beaux quartiers et un hôtel de ville qui ne suffira pas aux deux. À l'adolescence, le monde de Jean-Marc Ayrault s'agrandit brutalement. Il quitte le cocon du village pour le lycée, puis pour l'université. Les bus, les trains, les longs trajets dans le froid du matin deviennent le prix à payer pour sortir de l'horizon des champs. Dans les salles de classe, les cartes accrochées au mur montrent l'Europe, ses frontières mouvantes, ses blocs opposés. Nous sommes dans les années 60. La guerre d'Algérie vient de s'achever. La France s'interroge et bientôt viendra 1968. Pour le jeune homme, ces bouleversements ne sont pas que des titres dans les journaux. Ils sont une invitation à choisir un camp. En lui, quelque chose se cristallise. Le refus de l'injustice, la fascination pour la langue et la culture allemande, et cette certitude que la politique n'est pas un spectacle lointain, mais un levier pour changer la vie des gens qu'il connaît, de ceux qui se lèvent tôt, comme ses parents. Quand il s'oriente vers l'allemand, certains s'en étonnent. Pourquoi cette langue dure, gutturale, associée dans les mémoires aux uniformes et aux casques? Justement pour cela, comprendre l'autre pour éviter que l'histoire ne recommence. L'étudiant qu'il devient à l'université de Nantes découvre des professeurs passionnés, des amphithéâtres froids l'hiver, des couloirs saturés de tracts. Il y croise la jeunesse étudiante chrétienne, des mouvements de gauche naissants, des débats enflammés sur Marx, sur la démocratie, sur la construction européenne. Dans ces réunions parfois improvisées dans des salles mal éclairées, il ne parle pas le plus fort, mais il écoute, prend des notes, pose les questions qui fondent le brouhaha.
Peu à peu, l'idée s'impose. Il ne sera pas seulement professeur, il sera aussi militant. Mai 68 arrive comme une déflagration. Même à Nantes, même dans l'Ouest réputé plus calme, les rues s'embrasent de slogans. Les universités se couvrent d'affiches, grève, AG, contestation de l'autorité. Pour Jean-Marc, c'est un baptême du feu. Il n'est ni casseur ni tribun, mais il voit, sous ses yeux, la possibilité concrète de bousculer un ordre jugé immuable. Dans les cortèges, il marche à côté d'ouvriers, d'employés, d'autres étudiants. Il découvre l'alliance possible entre le monde du travail et celui des études, cette jonction qui deviendra plus tard l'un des ressorts du Parti socialiste rénové à Épinay en 1971. Là se dessine son horizon politique, une gauche de gouvernement, pas une gauche de slogan. Une gauche qui ne se contente pas d'indigner, mais qui administre, gère, transforme. Quand le Parti socialiste naît de ses cendres, au début des années 70, porté par François Mitterrand, le jeune Ayrault n'hésite pas longtemps. Il adhère, encore étudiant, presque timidement au début, à une section locale. Les réunions se tiennent dans des salles modestes, parfois au fond d'un café, parfois dans des salles municipales au néon blafard. On y parle de nationalisation, de décentralisation, d'école, de salaire. On y parle surtout d'espoir, celui de renverser un jour cette droite qui tient les villes, les départements, les rouages de l'État. Dans la région nantaise, le PS cherche des militants sérieux, capables de tracter sous la pluie, de convaincre sur les marchés, de tenir une réunion sans s'emporter. Jean-Marc, avec son air posé de futur professeur, se fait vite remarquer. Il ne brille pas par des coups d'éclat, mais par sa fiabilité. On sait qu'avec lui, les affiches seront collées, les listes bouclées, les comptes à peu près tenus. En parallèle, il poursuit son parcours universitaire, licence d'allemand, concours, examen qu'il prépare dans un mélange de stress et de discipline. La perspective de devenir professeur n'est pas un renoncement, mais une arme supplémentaire. Dans une France où les enfants d'ouvriers accèdent pour la première fois massivement au lycée et à l'université, enseigner, c'est participer à l'ascenseur social. Quand il obtient son CAPS et qu'on lui propose un poste dans la banlieue nantaise, à Saint-Herblain, il accepte sans hésiter. Là encore, le hasard géographique va se transformer en destin politique. Saint-Herblain, dans les années 70, ce n'est pas la carte postale de la Bretagne pittoresque, c'est une ville en transformation, faite de grands ensembles, de lotissements récents, d'immeubles aux façades grises où s'entassent des familles venues de la campagne, de l'Ouest, parfois de plus loin. Les parkings sont pleins de 4L et de 2CV. Les cages d'escalier résonnent d'enfants qui jouent. Dans les salles de classe, Jean-Marc Ayrault se retrouve devant des élèves qui, pour beaucoup, ne voient pas l'intérêt de l'allemand. Il faut les accrocher, leur expliquer pourquoi cette langue débauche, comme disent encore certains grands-parents, peut ouvrir des portes, celles de l'emploi, du commerce, de l'Europe qui se construit lentement. Le jeune professeur efface le tableau noir, respire la poussière de craie, répète patiemment les déclinaisons. Le soir, alors que ses collègues rentrent chez eux, lui file souvent à une réunion de section socialiste, un paquet de tracts sous le bras, double vie, double fatigue, c'est là que le facteur temps devient un ennemi invisible. Ses journées sont compressées jusqu'à l'extrême. Cours le matin, préparation l'après-midi, réunion politique le soir, parfois jusqu'à minuit. Il lui arrive de corriger des copies à la table de la cuisine, une pile de tracts à côté, prêt à repartir le lendemain avant l'aube pour coller des affiches. Combien de temps pourra-t-il tenir à ce rythme? Ses camarades de parti l'alertent. « Tu vas t'épuiser !» Mais lui sent l'urgence. Les élections se succèdent, les fenêtres d'opportunité s'ouvrent et se referment en quelques mois. S'il veut peser, ce ne sera pas dans 20 ans. C'est maintenant, alors qu'il a encore l'énergie, alors que le PS commence à s'implanter localement, alors que la droite, sûre d'elle, peine à voir venir cette génération de profs militants, tranquilles en apparence, mais déterminés. Un soir, justement, la bascule se produit. Nous sommes en amont des municipales de 1977. À Saint-Herblain, la droite est solidement installée. La mairie est un bastion, tenu par des notables qui considèrent ces terres de l'Ouest comme acquises. Dans une réunion de section, le nom de Jean-Marc Ayrault circule pour mener la liste socialiste. Certains hésitent. Il est jeune, trop jeune, 27 ans à peine. D'autres y voient un avantage, une nouvelle tête, un professeur, quelqu'un qui parle le même langage que ses familles modestes,
qui remplissent les nouveaux quartiers. Eux aussi connaissent les fins de mois difficiles, les loyers, les transports. Après des heures de discussion, la décision tombe. Ce sera lui. À 27 ans, le professeur d'allemand devient chef de file pour conquérir une ville entière. Le compte à rebours commence, cruel, précis. Les bulletins de vote seront dépouillés dans quelques semaines. C'est peu et c'est immense à la fois. Peu pour se faire connaître de milliers d'électeurs, immense quand on mesure, soir après soir, le nombre de portes qu'il reste à frapper, et de réunions de cages d'escalier à organiser, d'arguments à affûter. En face, la droite locale ne le prend pas au sérieux. Un prof? Un gamin? Ce n'est pas lui qui va déloger des décennies d'habitudes et de réseaux. On sourit, on le sous-estime. C'est là, déjà, un premier twist discret. Ce jeune homme qu'on regarde de haut va se révéler, dans la durée, l'un des stratèges municipaux, les plus efficaces de sa génération. Pendant qu'il bat la campagne de Saint-Herblain, un autre calendrier se déroule, à quelques kilomètres de là. À Nantes, la grande voisine, la bataille politique s'intensifie aussi. La ville bascule à gauche en 1977, puis reviendra à droite quelques années plus tard, sous la houlette de Michel Chauty. La droite nantaise, à laquelle il s'agrège, observe d'un œil un peu amusé ses expériences de gauche dans les communes périphériques, mais, sans le savoir, elle laisse grandir à côté d'elle un maire qui, un jour, viendra contester le pouvoir même de Nantes. Le professeur maire de Saint-Herblain apprend, expérimente, teste des politiques culturelles, urbaines, sociales. Il se forme, mandat après mandat, comme on prépare patiemment une revanche. Le soir des municipales de 1977, les bulletins sont dépouillés lentement, dans le brouhaha des bureaux de vote, dans les écoles transformées pour un jour en lieu de démocratie, les tables se couvrent de papier blanc et bleu, les militants comptent, recomptent, notent sur des feuilles, téléphonent au local de campagne. La tension monte. Dans l'air flotte une question simple. Est-ce que ce pari fou va fonctionner? Est-ce que ce jeune professeur, inconnu quelques mois plus tôt de la plupart des habitants, va renverser des décennies de domination de la droite? Quand les derniers chiffres tombent, tard dans la nuit, la réponse claque comme un coup de tonnerre local. Jean-Marc Ayrault est élu maire de Saint-Herblain. À 27 ans, il ceint pour la première fois l'écharpe tricolore. Dans ce geste symbolique, il y a plus qu'un changement de personne. Il y a la preuve qu'un autre personnel politique est possible. Issu des classes moyennes, du monde enseignant, de la gauche, ce succès, loin de l'éblouir, le met immédiatement au pied du mur. Un maire, ce n'est plus un militant qui promet, c'est un responsable qui doit tenir. Les habitants attendent des logements, des équipements, des transports, des écoles. Ils attendent des réponses concrètes, pas des discours. Entre les cours qu'ils continuent un temps à assurer et les dossiers municipaux qui s'empilent, le temps se contracte encore. Réunions interminables, conseils municipaux qui s'achèvent tard, rendez-vous avec les associations, négociations avec l'État. Ils découvrent la lourdeur de la machine administrative et, en même temps, son extraordinaire capacité à transformer une ville quand on sait la manier. À Saint-Herblain, il impulse une politique culturelle qui fera date. Il se bat pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers populaires. Chaque inauguration, chaque décision, chaque arrêt de bus supplémentaire est une petite victoire sur le fatalisme. Pourtant, dans un coin de son esprit, une autre carte brille déjà, celle de Nantes. La grande ville, la capitale régionale, le cœur économique et symbolique de l'agglomération, il la regarde encore de loin, comme on regarde du bas d'une montagne un sommet enveloppé de nuages. Nantes, ce n'est pas seulement une grande mairie, c'est une place forte de la droite ou de la gauche selon les moments, mais toujours dominée par des figures aguerries, rompues aux batailles internes et aux alliances. Saint-Herblain lui a donné l'expérience et la légitimité, mais le sautoir vers Nantes suppose un affrontement direct avec ce monde. Là, avec ces professionnels que l'on respecte autant qu'on souhaite les remplacer. Au fil des années 80, le nom de Jean-Marc Ayrault circule de plus en plus largement dans la Fédération socialiste de Loire-Atlantique et, au-delà, son profil rassure, sérieux, fiable, sans scandale, incarnant une gauche de gestion qui n'effraie pas les classes moyennes. Dans un parti parfois fracturé par les querelles d'ego et de courant, il apparaît comme un organisateur, un homme de réseau plus que de tribune.
Mais derrière cette image lisse se prépare une confrontation beaucoup plus rugueuse. Car, tandis qu'il consolide son bastion de Saint-Herblain, Nantes bascule à droite en 1983, offrant à Michel Chauty son futur grand rival, les clés de la ville. La scène est désormais prête. D'un côté, le maire professeur de banlieue, patient et méthodique, de l'autre, le maire de la grande ville, appuyé sur les notables, confiant dans la force des habitudes. Au tournant de la décennie, le temps se remet à accélérer. Les élections s'enchaînent, la carte politique bouge, et vient un moment où la question n'est plus un jour peut-être, mais maintenant ou jamais. Dans un bureau encombré de dossiers, sur un coin de table, une carte de Nantes est posée, les quartiers y sont coloriés en rouge et en bleu, selon les bureaux de vote, les bastions, les zones incertaines. Un cercle rouge entoure une date précise, au printemps 1989, le jour du scrutin municipal. Il reste quelques mois seulement pour qu'un fils de Maulévrier, professeur d'allemand devenu maire de banlieue, tente le coup le plus audacieux de sa carrière, arracher Nantes à Michel Chauty et à la droite. Quelques mois pour que le jeune homme discret des campagnes devienne, ou non, l'une des figures majeures de la gauche française. Le compte à rebours est lancé. La nuit est froide sur Nantes, ce soir-là. D'un côté de la Loire, les fenêtres éclairées de l'hôtel de ville dessinent des rectangles jaunes sur la pierre. À l'intérieur, Michel Chauty, maire sortant, entouré de notables, parle déjà comme s'il avait gagné. De l'autre côté, dans un local aux murs défraîchis, sous des néons qui grésillent, un professeur d'allemand devenu maire de banlieue se tient debout devant une carte de la ville couverte de punaises rouges et bleues. Il lui reste quelques semaines, pas un jour de plus, pour renverser l'ordre établi. Dans quelques semaines, soit Nantes bascule, soit Jean-Marc Ayrault retourne à sa salle de classe avec, en bandoulière, l'étiquette. Du type sympa, mais pas taillé pour une grande ville, le compte à rebours ne concerne plus seulement une élection, il concerne sa trajectoire entière. Les mois qui précèdent les municipales de 1989 sont un concentré de tensions. Nantes n'est plus la grande ville industrieuse d'antan. Les chantiers navals ont fermé, les grues rouillent le long de la Loire comme des squelettes métalliques, les usines textiles ont tiré le rideau. En moins de 20 ans, des milliers d'emplois se sont évaporés, laissant derrière eux des friches, des barres d'immeubles fatigués et des quartiers entiers à réinventer. Michel Chauty, lui, gère. Il tient les comptes, rassure les milieux d'affaires, promet la continuité. Nantes, sous son mandat, reste correcte, sage, presque endormie. Jean-Marc Ayrault, lui, veut autre chose. Il débarque dans cette campagne comme un intrus. Pour beaucoup de Nantais, c'est le maire de Saint-Herblain, ce morceau de banlieue qu'on traverse en voiture sans vraiment le regarder. Il n'a pas le vernis des grandes familles nantaises, pas de patronyme connu, pas de réseau dans les salons où l'on décide discrètement. Des grandes orientations économiques. Ce qu'il a, en revanche, c'est une expérience concrète de la gestion d'une ville populaire et une méthode apprise au contact des élèves qui n'aimaient pas l'allemand. Expliquer, convaincre, recommencer jusqu'à ce que ça rentre. Chaque journée de campagne est une course contre la montre. Le matin, il sillonne les marchés, serre des mains, écoute des histoires de fin de mois difficiles, de bus qui n'arrivent pas, de logements trop petits. L'après-midi, réunion avec les colistiers, mise au point du programme, ajustement des priorités. Le soir, meeting dans des salles des fêtes au plafond bas, où l'odeur de café rassis se mélange à celle des tracts encore humides d'encre. À chaque prise de parole, il doit gagner quelque chose de précieux et de rare, quelques secondes d'attention, quelques millimètres de confiance. En face, la machine Chauty paraît solide, huilée. Les photos de campagne le montrent grave, expérimenté, rassurant. Son équipe, composée d'élus installés, de représentants des milieux économiques, joue la carte du sérieux contre l'aventure. Leur message est simple. Ne confiez pas Nantes à un apprenti. Lors d'un débat public, sous les projecteurs d'une télévision locale, le duel prend forme. À un moment, Chauty lance, avec un sourire qui se veut désinvolte, « Vous êtes un bon maire de banlieue, monsieur Ayrault. Restez-le. Nantes n'a pas vocation à servir de terrain d'apprentissage. » La phrase claque. Elle amuse les proches du maire sortant, blesse ceux d'Ayrault qui serrent les dents. Mais dans les jours qui suivent, le boomerang revient. Dans les quartiers populaires, la condescendance de Chauty indigne. Bon maire de banlieue.
Cela résonne comme un mépris envers ceux qui vivent justement dans ces communes périphériques, qui prennent chaque jour le bus pour venir travailler à Nantes. À force de vouloir rabaisser son adversaire, Choty vient, sans le vouloir, de lui offrir un rôle, celui de l'homme qui parle au nom de tous ceux que la ville-centre regarde de haut. La campagne se tend. Les sondages internes, rares et approximatifs, ne sont pas bons pour la gauche. Certains camarades socialistes, encore marqués par la défaite de 1983, craignent un nouveau camouflet. Faut-il maintenir le cap ou chercher un accord de dernière minute avec d'autres forces? Dans les couloirs enfumés des permanences, les discussions sont parfois brutales. Ayrault, calmement, tranche. Pas de recul, pas de demi-mesure. Il ne s'est pas lancé dans cette bataille pour négocier quelques sièges d'opposition de plus. À quelques jours du premier tour, un élément inattendu vient bousculer le scénario, une polémique éclate autour d'un projet urbain porté par la municipalité sortante. La destruction de bâtiments anciens au profit d'un ensemble moderne au cœur d'un quartier populaire. Des photos de façades promises à la pelleteuse circulent dans la presse locale. Des habitants s'indignent, on veut nous effacer. L'équipe Ayrault s'engouffre dans la brèche. Réunions improvisées sur les trottoirs, visites nocturnes, promesses de préserver l'âme des quartiers, tout en les rénovant. L'image de Choty se fissure, gardien de l'équilibre ou représentant d'un urbanisme brutal. Le doute s'installe. Le soir du premier tour, les résultats tombent, bureau de vote après bureau de vote. Dans le local de campagne d'Ayrault, on a accroché une grande feuille de papier craft au mur, où l'on note au feutre les scores, quartier par quartier. Choty arrive en tête, mais moins largement que prévu. La gauche est derrière, mais l'écart est franchissable. Dans certains quartiers populaires, la liste menée par le professeur d'allemand dépasse même le maire sortant. Une nouvelle carte mentale de Nantes se dessine sous leurs yeux. La ville n'est plus un bloc, elle est un champ de force mouvante. Entre les deux tours, le temps se contracte encore. Tout va se jouer en une semaine. Alliance, négociations avec les écologistes, tractage massif dans les quartiers abstentionnistes, meeting finissant tard dans la nuit. On vérifie chaque pile de bulletins, chaque liste d'assesseurs, chaque horaire de bus pour que les militants puissent se rendre d'un bureau de vote à l'autre. L'erreur n'est plus permise. Quand les bureaux ferment enfin le soir du second tour, le silence se fait, lourd, presque étouffant. Puis viennent les chiffres. Ici, l'avance de Choty-Fond. Là, Ayrault passe devant. Dans certains bureaux, quelques dizaines de voix seulement séparent les deux hommes. Un coup de fil du responsable de campagne retentit comme un coup de tonnerre. On est devant. De peu, mais on est devant. Peu à peu, la tendance se confirme. Nantes bascule. Jean-Marc Ayrault est élu maire. L'image est saisissante. À 39 ans, l'ancien gamin de Maulévrier, le prof qui corrigeait encore des copies d'allemand quelques années plus tôt, ceint l'écharpe tricolore dans le grand salon de l'hôtel de ville. À quelques mètres de lui, dans les rangs de l'opposition, Michel Choty encaisse le choc. La rivalité entre les deux hommes vient de changer de nature. L'un quitte le fauteuil pour passer dans l'ombre, l'autre quitte l'ombre pour s'asseoir dans le fauteuil, mais l'histoire ne s'arrête pas à une alternance. Elle ne fait que déplacer le conflit sur un autre terrain, celui de la démonstration. Car une fois les champagnes sabrés et les photos officielles prises, la réalité tombe comme un couperet. Les promesses de campagne ne sont pas des slogans, ce sont des échéances. Une ville se transforme dans le temps long, mais les électeurs jugent dans le temps court. 4-6 ans maximum avant qu'un nouveau verdict électoral ne tombe. L'urbanisme, la culture, les transports, l'emploi, tout ce qui a été inscrit dans les tracts se transforme en dossier épais. En 1700 réunions techniques, en budget à équilibrer. Dès les premiers mois, Ayrault impose sa méthode. Il écoute les services, consulte les associations, multiplie les visites de terrain. Ses adversaires le jugent trop technicien. Ses proches reconnaissent chez lui un perfectionnisme presque obsessionnel. On raconte que, lors d'une réunion sur un projet urbain, il fait rouvrir le dossier pour vérifier une simple hauteur de bâtiment, convaincu que quelques mètres de plus ou de moins peuvent changer le visage d'une rue. Il ne cherche pas le coup d'éclat architectural. Il vise la cohérence, le lien entre les quartiers, entre la ville-centre et sa périphérie.
Parallèlement, le maire de Nantes reste aussi député, car Ayrault a été élu au Palais Bourbon pour la première fois en 1986. Surfant sur la vague de la proportionnelle, la double vie recommence, à une autre échelle. Lundi matin, train pour Paris, couloir de l'Assemblée nationale, débat parfois interminable sur la fiscalité, le logement, l'éducation. Jeudi soir ou vendredi matin, retour à Nantes, inauguration, conseils municipaux, rendez-vous avec des habitants qui, pour la plupart, se soucient bien moins de la politique nationale que du prochain tramway ou de l'école de leurs enfants. Le temps, encore et toujours, devient une matière dangereuse. Les journées sont minutées. On raconte que son agenda ne laisse parfois que quelques minutes pour avaler un sandwich entre deux réunions. Sa famille, ses proches, voient de moins en moins cet homme absorbé par deux villes à la fois, Nantes et Paris. Dans certaines nuits d'insomnie, il se demande jusqu'où cette vie peut tenir. Combien de temps un corps, un esprit peuvent encaisser ce rythme sans casser? Mais il continue, convaincu qu'il joue plus grand que sa trajectoire personnelle. Il joue un certain type de gauche, une manière d'être élu sans cynisme, sans effet de manche. Pendant qu'il s'attelle à transformer Nantes, réinventer les friches industrielles, ouvrir la ville sur son fleuve, développer les transports en commun, la politique nationale, elle, se prépare à une déflagration. En 1993, la gauche subit une déroute historique aux législatives. Le soir du second tour, beaucoup de sièges socialistes tombent. Emporté par une vague bleue, celui de Jean-Marc Ayrault n'y échappe pas. En quelques heures, il redevient simple maire de Nantes. Cette défaite est un choc, presque une humiliation. Lui qui passait ses semaines à enchaîner assemblée et mairie se retrouve brusquement privé de micro national. À Paris, il n'a plus de bureau, plus de badge d'accès, plus de rendez-vous dans les couloirs du pouvoir. Mais ce qui pourrait être un coup d'arrêt définitif se transforme en twist inattendu. Privé de mandat parlementaire, il se consacre totalement à Nantes. Ce recentrage forcé coïncide avec un moment clé de l'histoire de la ville. Dans les années 90, l'idée même de Nantes durable, de Nantes culturelle, de Nantes métropole se construit. Ayrault saisit cette opportunité, là où d'autres maires auraient cherché un rebond national immédiat, lui plonge encore plus profondément dans la matière urbaine, il mise sur la culture comme levier de reconversion. Festivals, salles de spectacle, soutien à des projets qui, sur le moment, semblent presque extravagants. Transformer une ancienne biscuiterie en lieu culturel? Parier sur l'art contemporain dans une ville longtemps industrielle? Les sceptiques ricanent. Mais petit à petit, Nantes change de visage et, surtout, change d'image. Pendant ce temps, Choty, dans l'opposition municipale, occupe les bancs du conseil. Il guette chaque faux pas, chaque retard de chantier, chaque dépassement de budget. La rivalité entre les deux hommes continue de hanter les séances publiques. Certains débats sont électriques. On voit parfois, dans le regard de l'ancien maire, le regret de la fonction perdue se mêler à la volonté de prouver que son successeur n'est qu'un gestionnaire de transition. À chaque pic, Ayrault répond posément, comme un professeur qui recadre un élève turbulent, chiffres en main, dossier à l'appui. Le duel politique prend des airs de séminaire permanent sur la ville, mais derrière les mots se joue une bataille de légitimité. Qui incarne vraiment Nantes? Sur la scène nationale, pourtant, le nom d'Ayrault n'a pas disparu. Dans le Parti socialiste, on l'écoute lorsqu'il parle d'urbanisme, de décentralisation, de rôle des grandes villes. Il devient l'un de ces élus locaux que l'on consulte pour comprendre ce qui se passe en bas, loin des calculs de couloirs parisiens. Et puis, en 1997, se produit un coup de théâtre dont personne n'a mesuré immédiatement la portée. Jacques Chirac, président de la République, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Le pari est risqué, il sera perdu. Pour le PS, c'est une chance de retour en force. On appelle les anciens députés battus en 1993, on réactive les réseaux. On ressort les vieux fichiers d'adresses. À Nantes, une question se pose. Jean-Marc Ayrault doit-il remonter au front législatif? Le débat dure peu. L'évidence s'impose. Il repart. La campagne est rude, mais l'expérience joue. Ayrault connaît les codes, les pièges, les attentes. Il s'adresse à des électeurs qui, pour beaucoup, l'ont vu à l'œuvre comme maire. Il ne promet pas la lune. Il promet de peser, de faire entendre la voix d'une ville qui s'est imposée, en quelques années, comme un laboratoire urbain.
Au soir du second tour, il est de retour à l'Assemblée. Cette fois, ce n'est plus un député parmi d'autres. Le contexte a changé. La gauche plurielle, menée par Lionel Jospin, obtient une majorité, un gouvernement se forme. Il faut un président pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Dans les couloirs du Palais Bourbon, les noms circulent. Certains ont des parcours plus flamboyants, des carrières ministérielles derrière eux, des réseaux puissants dans les fédérations. Ayrault, lui, vient d'une ville de l'Ouest, sans clan parisien, sans aura médiatique particulière, mais il a pour lui une réputation, celle d'un homme capable de tenir une équipe, de faire travailler ensemble des personnalités incompatibles, et de maintenir une ligne sans éclat, mais sans rupture. Au téléphone, certains amis le poussent. « Tu dois y aller. C'est maintenant. » Il hésite. Accepterait-il de se retrouver, encore une fois, entre deux vies, partagées entre Nantes et Paris, entre l'hôtel de ville et le perchoir du groupe socialiste? Cette fonction serait un tremplin, mais aussi une nouvelle prison temporelle. Il sait que s'il refuse, un autre prendra la place, un autre orchestrera la majorité. S'il accepte, le compte à rebours se relance à un niveau supérieur, celui où chaque loi votée, chaque phrase prononcée dans l'hémicycle peut rapprocher ou éloigner la gauche du pouvoir suprême. Un matin de juin 1997, le téléphone sonne dans son bureau nantais. Au bout du fil, la voix de Lionel Jospin, nouveau Premier ministre, lui propose de prendre la tête du groupe socialiste à l'Assemblée. Jean-Marc Ayrault regarde par la fenêtre, la Loire glisse lentement sous le soleil, des ouvriers posent des barrières le long d'un chantier de tramway, quelque part, des enfants. Criant dans une cour d'école, entre la ville qu'il a façonnée et le pouvoir qui s'ouvre devant lui, il doit choisir. Il inspire profondément. Sa réponse, pourtant, n'est pas seulement un oui ou un non. C'est l'acceptation d'entrer, pour la première fois, au cœur de la machine nationale, là où se préparent les lois, les majorités, les renversements. Il s'apprête à dire oui, sans mesurer encore que, derrière ce nouveau rôle de chef de file discret, se dessine une trajectoire qui, un jour, le mènera à frôler, puis à atteindre, le cœur brûlant du pouvoir, Matignon. Il y a une ironie cruelle dans le pouvoir. Plus vous montez, moins vous avez le droit d'être humain. À Nantes, Jean-Marc Ayrault pouvait convaincre en regardant les gens dans les yeux. À Paris, une seconde d'hésitation se paie en gros titres, et un mot mal placé peut faire tomber une loi ou un homme. Et lui, justement, accepte la présidence du groupe socialiste avec une date invisible gravée sur la nuque. La prochaine échéance électorale. Pas un jour, pas un mois. Quelques années, tout au plus, avant que la majorité ne se retourne comme une mère mauvaise. S'il échoue, il sera celui qui a perdu la main. S'il réussit, il restera quand même l'homme de l'ombre. Il arrive au Palais Bourbon avec un style qui détonne. Pas de voix qui couvre l'hémicycle, pas de gestes théâtraux. Il écoute, il note, il recadre. On dit de lui qu'il est calme, comme si c'était un trait de caractère. En réalité, c'est une stratégie de survie. Car la majorité de 1997, la gauche plurielle, ressemble à une famille recomposée un soir de réveillon. Socialistes, communistes, écologistes, radicaux. Tout le monde sourit sur la photo, mais chacun a ses comptes à régler. Ayrault doit transformer ce puzzle en machine à voter. Chaque texte devient une opération de précision. Chaque séance, un test de résistance. Et très vite, il comprend que son premier adversaire n'est pas seulement la droite dans l'opposition. C'est la tentation permanente de l'implosion. À l'intérieur même de la majorité, certains rêvent d'exister en contestant, en se démarquant, en menaçant de faire tomber un texte pour exister une journée. Le chef de groupe doit être à la fois chef d'orchestre et pompier. Dans les couloirs, on le voit passer avec des dossiers sous le bras, entrer dans un bureau, en ressortir 10 minutes plus tard, puis filer vers un autre. À peine a-t-il refermé une porte qu'un autre problème surgit, comme une fuite dans un bateau. Réforme sociale, tension budgétaire, affaire médiatique. Il apprend la règle la plus brutale de Paris. Le calme n'empêche pas l'incendie, il évite seulement la panique. Son rivalité prend alors une forme nouvelle. Michel Chauty n'est plus au centre du jeu. L'ancien duel nantais a laissé place à un adversaire beaucoup plus dangereux, parce que il est plus proche, plus impatient, plus présentable aux médias. Dans le camp socialiste, un concurrent existe, omniprésent dans les conversations et dans les arrière-salles. François Hollande.
premier secrétaire du Parti socialiste à partir de 1997. Le chef de groupe tient l'Assemblée, le premier secrétaire tient le parti. Deux leviers différents, une seule ambition collective et forcément une compétition sourde qui incarne la ligne. Qui parle au nom de la gauche? Qui sera comptable des succès et des défaites? Au début, Ayrault joue l'utilité, pas la lumière. Il est celui qui fait passer les textes, qui sécurise les votes, qui absorbe la colère des frondeurs avant qu'elle n'atteigne l'hémicycle. Il accepte ce rôle presque ingrat, parce qu'il sait que la politique n'est pas un concours d'éloquence. C'est un métier d'endurance. Son style tranche avec le pari de la petite phrase. Parfois, des journalistes lui tendent un micro en espérant un clash. Il répond par une formule mesurée, presque professorale. Certains s'en amusent, d'autres commencent à comprendre. Cet homme n'est pas là pour briller, il est là pour durer. Mais durer a un coût. Plus il s'installe, plus il devient l'interface entre le gouvernement et les députés. Plus il se retrouve coincé dans un étau. D'un côté, Matignon exige de la discipline. Une majorité qui doute est une majorité qui perd. De l'autre, les députés exigent d'être respectés. Ils ne sont pas des boutons sur lesquels on appuie. Et au milieu, lui, qui doit faire tenir l'ensemble sans casser. Ce n'est plus une question d'idées, c'est une question de nerfs. La tension monte au fil des réformes, chaque projet de loi devient une scène. On entend grincer les fauteuils de l'hémicycle, on voit les regards se croiser, on devine les textos qui s'échangent sous les pupitres. Ayrault apprend à lire les signaux faibles. Un silence trop long, une absence suspecte, une rumeur dans un couloir. Parfois, il suffit de 3 députés qui hésitent pour que tout bascule. Alors il appelle, il négocie, il promet un amendement, une précision, une réunion. Il ne vend pas des rêves, il vend du temps. Quelques heures de délai, un compromis à peine visible et la machine repart. Dans ce quotidien, il garde pourtant un fil, Nantes. Il continue d'être maire, ou du moins de tenir la barre à distance, avec une équipe solide. Mais la ville, elle, ne met pas en pause ses chantiers, parce que Paris discute. Le tramway, l'aménagement des friches, les projets culturels, tout avance, et tout peut devenir un boomerang politique si un chantier dérape. Ses opposants nantais n'ont plus Ciotti comme figure unique, mais ils ont un argument nouveau, redoutable. Il n'est plus là. À chaque absence, à chaque semaine trop parisienne, il plante ce clou. Le maire s'éloigne, il se nationalise, il abandonne. Ayrault est pris entre 2 tribunaux, l'Assemblée, qui juge à la minute, et la ville, qui juge au quotidien. Le twist, c'est que cette double vie, au lieu de le fragiliser, le transforme. Car à force d'être le trait d'union entre une majorité hétéroclite et un gouvernement sous pression, il acquiert une compétence rare. Tenir une coalition sans humiliation, sans coup de menton, sans trahison spectaculaire. Et, à Paris, cette compétence vaut de l'or. Dans les cafés politiques, on commence à parler de lui comme d'un possible, pas un tribun, pas une star, mais un homme de continuité, capable de calmer les tempêtes. Puis vient 2002, et la politique française bascule dans une scène presque irréelle. Le premier tour de la présidentielle est un choc, un coup de massue. Lionel Jospin est éliminé, Jean-Marie Le Pen est au second tour. Dans les couloirs de l'Assemblée, des députés socialistes ont le visage fermé, certains ont les yeux rouges. Ayrault, chef de groupe, doit tenir debout, alors que le sol se dérobe. C'est un moment où les carrières s'effacent devant une question plus large. Qu'est-ce qu'on a raté? Comment une majorité qui a gouverné a-t-elle pu tomber si bas? La défaite n'est pas seulement électorale, elle est morale, existentielle. Et pourtant, le calendrier est impitoyable. Après la présidentielle viennent les législatives. La droite revient, la majorité change. Ayrault perd la présidence du groupe socialiste, mais il ne disparaît pas. Il devient le chef de file d'une opposition qui doit se reconstruire, digérer l'humiliation, réapprendre à parler au pays. C'est là que sa rivalité avec Hollande prend une autre intensité. Hollande, en tant que premier secrétaire, veut redonner une ligne, une image, une stratégie. Ayrault, lui, veut éviter la dérive, que l'opposition devienne un théâtre où chacun joue sa scène. Au lieu de préparer un retour, ils ne s'affrontent pas toujours frontalement, c'est plus subtil, plus corrosif. Des arbitrages, des prises de parole, des priorités. Qui est le vrai pilote? Le parti ou le groupe? La courroie ou le moteur?
Pendant ces années, Ayrault renforce aussi son profil de maire bâtisseur. Nantes continue sa métamorphose, et les images parlent pour lui. Les quais réinvestis, les anciens sites industriels reconvertis. La culture comme signature, une ville qui attire au lieu de fuir. Quand il revient le week-end, il voit des lieux qui n'existaient pas quelques années plus tôt. Il entend des Nantais dire « On ne reconnaît plus la ville ». C'est un compliment et un danger. Une transformation peut être admirée ou détestée, selon ce qu'elle coûte, selon qui elle déplace, selon qui elle oublie. Ayrault le sait. La reconversion urbaine, c'est aussi une guerre sociale silencieuse. Et chaque décision locale peut, demain, se retourner contre lui sur la scène nationale. Le temps devient alors son obsession. Parce que l'opposition a une fenêtre, se préparer pour 2007. 5 ans. C'est long pour une vie, court pour une reconstruction politique. Dans ces 5 ans, il faut rebâtir un discours, une crédibilité économique, une réponse à la sécurité, au chômage, à la mondialisation, et il faut surtout éviter de se dévorer entre soi. Ayrault, lui, tente de tenir une ligne. Sérieux, stabilité, refus des surenchères. Ce positionnement le rend moins spectaculaire, mais plus premier ministrable aux yeux de certains. 2007 arrive comme une vague. La présidentielle est un nouveau rendez-vous manqué pour la gauche. Nicolas Sarkozy l'emporte. Nouvelle déception, nouvelle colère, nouveau besoin de trouver des coupables. Le Parti socialiste s'enfonce dans ses guerres internes, les congrès deviennent des champs de bataille, les caméras captent des scènes de division, des rivalités de personnes, des phrases acides. Ayrault, à ce moment-là, prend un rôle encore plus central. Il devient, en 2007, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il récupère le bâton dans une période où le groupe doit être à la fois bouclier contre la majorité sarkozyste et colonne vertébrale d'une gauche qui doute. À l'Assemblée, il affronte un pouvoir qui va vite, très vite. Réformes institutionnelles, réformes économiques, coups politiques. L'opposition doit choisir ses combats, sinon elle s'épuise. Ayrault, fidèle à sa méthode, privilégie les dossiers, la cohérence, la durée, mais son concurrent interne, lui, continue d'exister dans l'ombre du parti. Hollande, puis d'autres figures qui émergent. L'enjeu implicite devient brûlant. Qui sera l'homme de 2012 et qui tiendra les manettes parlementaires si la gauche revient? Les années passent et une autre transformation s'opère. Ayrault devient un symbole de fiabilité. On sait qu'il ne lâche pas un député sur un vote sans l'avoir appelé. On sait qu'il ne multiplie pas les coups médiatiques inutiles. On sait qu'il préfère gagner une bataille de procédure plutôt que de perdre avec panache. Ce n'est pas romantique, mais c'est efficace. Et, dans une opposition, l'efficacité est une manière de survivre. Puis survient 2011, et la tension se condense d'un coup. La gauche organise pour la première fois une primaire présidentielle ouverte. C'est un événement immense. Un parti met son destin dans une compétition publique. Pour Ayrault, c'est un moment dangereux, parce qu'une primaire peut créer des fractures profondes. Si le vainqueur sort affaibli, la droite gagne avant même la campagne. S'il sort renforcé, la gauche se remet en ordre de marche. Et derrière ce processus, une réalité se dessine. François Hollande revient au premier plan, cette fois non plus comme organisateur, mais comme candidat crédible. Le rival devient donc, presque fatalement, le futur patron. Ayrault voit la vague monter. Il pourrait tenter une manœuvre, se poser en alternative, contester, exister. Mais il choisit autre chose. Il se place comme le garant de la solidité parlementaire et comme l'allié loyal, celui qui tiendra la maison pendant que le candidat conquiert le pays. Ce choix est stratégique, mais il comporte un risque immense. Si Hollande perd, Ayrault sera l'homme qui a misé sur le mauvais cheval, et s'il gagne, Ayrault ne sera pas forcément récompensé. La politique n'aime pas les dettes, elle aime les rapports de force. 2012 approche et tout se met à accélérer. Les sondages, les meetings, les polémiques quotidiennes, Ayrault tient le groupe à l'Assemblée tout en participant à la mécanique de campagne, tout en gardant un œil sur Nantes. 3 lignes de front, 3 sources d'erreurs possibles. Et au-dessus, une question qui tourne comme une lame. Si la gauche revient au pouvoir, qui sera à Matignon? Les noms circulent, les journalistes spéculent, les proches se taisent. Ayrault, lui, continue de travailler comme si la réponse ne l'intéressait pas. Mais cette indifférence apparente est aussi un masque. Il sait que, dans la dernière ligne droite,
Un détail peut faire la différence entre rester un homme indispensable et devenir un homme remplaçable. Le soir où Hollande gagne, ce n'est pas seulement une victoire présidentielle, c'est l'ouverture d'un compte à rebours encore plus cruel que tous les autres. Parce que gouverner, cette fois, ne sera pas une promesse. Ce sera une confrontation immédiate avec la crise, les marchés, l'Europe. Le chômage, les attentes énormes d'un électorat qui veut des résultats vite. Et au milieu de cette tempête annoncée, un profil discret, méthodique, habitué à tenir des majorités, apparaît soudain comme une évidence froide. Quand le téléphone sonne et que le nom de Matignon devient réel, Ayrault comprend que le temps des coulisses est terminé. Désormais, il ne s'agit plus de faire voter les autres, il s'agit d'être celui que l'on jugera. Et l'horloge, déjà, commence à compter non plus en années, mais en jours de grâce. Parce qu'en France, un Premier ministre a toujours une date limite, même s'il ne la connaît pas encore. 10 650 caractères, espace compris. Le jour où Jean-Marc Ayrault entre à Matignon, il ne gagne pas le pouvoir, il perd le temps. Chaque flash des photographes, chaque sourire sur le perron, c'est une seconde en moins avant le retournement de l'opinion, avant la déception, avant la chute. Il le sait déjà confusément, ce n'est pas une consécration, c'est un compte à rebours. 1000 jours, peut-être un peu plus, pour prouver qu'un professeur d'allemand devenu maire de Nantes peut tenir la barre d'un pays en crise. 1000 jours pour ne pas finir dans la catégorie la plus cruelle de la politique française, les premiers ministres qu'on oublie. Le récit qui suit s'appuie sur les faits publics connus jusqu'en 2024, puis imagine, à partir de la chronologie que vous avez fixée, la fin de sa vie et la façon dont son héritage pourrait se cristalliser. Dès les premières heures, le décor est posé. La France est engluée dans le chômage de masse, les marchés scrutent chaque chiffre. Bruxelles attend des comptes, les électeurs, eux, attendent des miracles. Hollande a promis de réenchanter le rêve français. Ayrault doit, lui, faire les additions. Sur son bureau, les dossiers s'empilent comme des menaces. Réforme fiscale, école, emploi, Europe, énergie. À l'extérieur, la ferveur de la victoire se dissipe déjà, remplacée par une impatience lourde, sourde, presque rageuse. Alors, c'est « et pour quand le changement ?» Au cœur de ce tourbillon, un nouveau rival prend forme, plus jeune, plus tranchant, plus télégénique. Manuel Valls, nommé ministre de l'Intérieur. Dans les sondages, son nom grimpe, son ton martial séduit une partie de l'opinion. Les caméras le suivent sur les lieux de crime, de manifestations, de drames. Ayrault, lui, parle de compromis budgétaires, de conférences sociales, de négociations européennes. L'un incarne l'autorité immédiate, l'autre la patience des équations impossibles. Très vite, la presse installe un duel silencieux, le Premier ministre légal contre le Premier ministre médiatique. Mais le premier choc, celui qui imprime le visage d'Ayrault dans l'histoire, ne vient pas des chiffres de la dette ni de Bruxelles. Il vient d'un sujet intime, explosif, qui traverse les familles et les dîners. Le mariage pour tous. Quand le projet de loi est lancé, beaucoup pensent que ce sera une réforme sociétale parmi d'autres. Ils se trompent. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Les slogans se déchaînent, la haine aussi. Sur les pancartes, on lit son nom déformé, insulté, caricaturé. Pour la première fois, ce discret professeur se retrouve transformé en cible nationale. Les images sont violentes, des cortèges interminables, des affrontements symboliques devant l'Assemblée, des débats qui dérapent, des tribunes incendiaires. Dans les couloirs de Matignon, on lui conseille parfois de temporiser, de reculer un peu, de renvoyer à plus tard. Lui refuse. Ce plus tard, il sait qu'il n'existe pas. Il n'a déjà plus assez de temps pour tenir toutes ses promesses. Renoncer à celle-ci serait trahir l'idée même de la gauche qu'il prétend incarner. Alors il tient, il encaisse, il subit les campagnes de dénigrement, les attaques personnelles, les caricatures d'un Premier ministre mou, cerné par les extrêmes. Pendant que le pays se déchire sur cette loi, l'autre bataille, plus froide, plus silencieuse, se déroule sur les tableaux Excel du ministère des Finances. Le chômage ne baisse pas. La fameuse inversion de la courbe, promise comme un horizon presque mystique, se dérobe mois après mois. Ayrault s'enfonce dans les arbitrages douloureux. Crédit qu'on coupe, réforme qu'on tempère, promesses de campagne qu'on remodèle.
L'aile gauche de la majorité crie à la trahison, l'opposition hurle à l'incompétence. Les économistes se répondent par tribunes interposées. Lui, au milieu, doit tenir la majorité comme il tenait autrefois la gauche plurielle, mais cette fois sous le projecteur brûlant, et à mesure que la pression monte, la rivalité avec Valls se précise. Chaque fois que le ministre de l'Intérieur hausse le ton, promet de parler vrai, affirme qu'il faut aller plus loin, plus vite. Une partie des commentateurs applaudissent et interrogent, en creux, la légitimité du Premier ministre. Dans les dîners parisiens, une phrase roule de bouche en bouche. Ayrault, c'est l'homme du compromis. Valls, c'est l'homme de la décision. Comme si gouverner un pays fracturé n'était pas, d'abord, un art du compromis. Le temps, lui, ne ralentit pas. Au bout de 2 ans, les critiques deviennent bilan. Les doutes se transforment en procès. Les élections municipales s'annoncent, puis passent comme une lame. La gauche perd des villes, des bastions, des symboles. À Nantes, la machine qu'il a patiemment construite tient bon, mais ailleurs, les mairies tombent. Dans la nuit des résultats, les regards se tournent naturellement vers Matignon. La logique politique est implacable. Il faut un coup de barre, un visage nouveau, un changement de style. Le président hésite puis tranche. En mars 2014, Jean-Marc Ayrault apprend, par une conversation plus froide que les autres, que le compte à rebours est terminé. Son successeur a déjà un nom, un visage, une histoire. Manuel Valls, le rival intérieur, devient officiellement celui qui prend la place. La scène est brutale, presque physique. D'un côté, l'homme du collectif, du temps long, des majorités tenues à la voix près. De l'autre, l'homme des formules choc, de la posture d'autorité, l'un sort par la petite porte de Matignon, l'autre y entre sous les applaudissements des caméras. Quand il quitte les lieux, ce n'est pas un héros acclamé, ni un paria conspué. C'est un homme usé, vidé, qui descend l'escalier avec le sentiment étrange d'avoir fait ce qu'il pouvait, sans avoir pu faire vraiment ce qu'il voulait. Le choc est rude. Il retourne sur les bancs de l'Assemblée comme simple député, retrouve un bureau plus petit, un agenda moins rempli, une voiture moins officialisée. Il redevient mortel, vulnérable, presque invisible. Pour beaucoup, c'est la fin de son histoire nationale. Mais la politique aime les retours inattendus. Et c'est là que le premier grand twist de sa fin de carrière surgit. 2016, la situation internationale est électrique. Guerre en Syrie, vague d'attentats, tensions avec la Russie, crise des réfugiés. À Paris, Laurent Fabius quitte le Quai d'Orsay, contre toute attente, alors que plus personne ne pariait sur lui. François Hollande rappelle Jean-Marc Ayrault, non pas à Matignon, mais aux affaires étrangères. L'homme que l'on avait rangé dans la catégorie ancien redevient central dans le cœur battant de la diplomatie française. Quand il arrive au Quai d'Orsay, il n'a plus l'illusion du temps long. L'échéance de 2017 est déjà devant lui. Au mieux, il a 1 an et demi pour marquer quelque chose, pour montrer qu'un professeur d'allemand, une fois encore, peut être l'homme des passerelles. Son rival, désormais, n'est plus Valls seulement. C'est aussi un autre visage qui monte, à Bercy. Emmanuel Macron, jeune ministre de l'économie devenu symbole d'un nouveau monde, en train de se former, déjà opposé par certains aux anciens dont Ayrault fait partie. Au Quai d'Orsay, il travaille en sprinter épuisé, il multiplie les déplacements, les conférences, les réunions tard dans la nuit. Il négocie, tempère, plaide pour l'Europe partout où il passe. Il sait qu'il ne signera probablement pas de traité historique qui portera son nom. Le temps est trop court, mais il peut imposer un style, celui de la diplomatie patiente, multilatérale, obstinée. Face à lui, la brutalité du monde. À l'intérieur, l'exaspération d'une opinion française, fatiguée de tout. Entre les deux, encore et toujours, lui, comme un amortisseur. En 2017, la lame de fond emporte tout. La déroute du Parti socialiste, l'explosion du paysage politique, l'élection d'Emmanuel Macron, la fin du quinquennat Hollande. Ayrault quitte le gouvernement avec la conscience aiguë que cette fois, c'est vraiment terminé. Matignon ne reviendra pas, le Quai d'Orsay non plus. La rivalité avec Valls s'achève à sa façon. Le successeur flamboyant du Premier ministre discret sera, lui aussi, balayé par la recomposition politique. Le duel qui avait semblé structurer la gauche quelques années auparavant se dissout dans l'irruption d'une autre génération. Alors commence une autre vie. Une vie qui ne se mesure plus en élections, mais en projet.
Jean-Marc Ayrault renonce à tout mandat exécutif. Il se retire de la compétition directe, quitte l'Assemblée, laisse Nantes à une nouvelle équipe. Pour beaucoup, c'est un retrait. Pour lui, c'est un déplacement, car il a compris une chose. Si le pouvoir lui a échappé, l'influence, elle, peut se reconstruire ailleurs, dans un autre registre, plus profond, plus durable. Ce ailleurs, il le trouve dans un combat qui le hante depuis longtemps, la mémoire de l'esclavage et du colonialisme. À Nantes, ville de négriers et de chantiers navals, il a déjà lancé des chantiers symboliques, comme le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Désormais, libéré du quotidien gouvernemental, il peut s'y consacrer pleinement. À l'échelle du pays, on le retrouve donc quelques années plus tard à la tête de travaux, de rapports, puis impliqué dans la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ce n'est plus le bruit des questions au gouvernement, c'est le silence lourd des archives, le froissement des documents, la douleur des descendants. Son rival, à ce stade, n'a plus de visage unique. Ce qu'il affronte, c'est l'oubli, la tentation confortable de tourner la page sans jamais l'avoir vraiment lue. Dans les salles de classe, dans les noms des rues, dans les statues, il voit ce que la République a mis en avant et ce qu'elle a caché. Il se bat pour que la traite négrière, la colonisation, les révoltes et les résistances soient enseignées, racontées, assumées. Ce travail-là ne fera jamais la une des 20 heures. Il ne fera pas monter une cote de popularité, mais il peut modifier la façon dont un pays se regarde dans le miroir et, comme toujours dans sa vie, une horloge invisible recommence à tourner. Il a dépassé les 70 ans. Les médecins parlent plus souvent de tension, de fatigue, de précaution. Ses proches l'exhortent à lever le pied, lui calculent au contraire ce qu'il lui reste de temps pour mener à bien ce qu'il considère désormais comme son chantier le plus important. Il veut voir sortir tel rapport, inaugurer telle exposition, participer à telle commémoration. Il y a dans son agenda une urgence nouvelle, non plus celle de la prochaine élection, mais celle de la dernière décennie d'une vie. Le twist final, c'est que cet homme qu'on a longtemps enfermé dans l'image du Premier ministre gris, sans phrase choc ni geste théâtral, et devient dans ces années-là le visage public d'un combat moral. Il parle de dignité, de reconnaissance, d'histoire partagée. Il le fait avec les mêmes mots simples, le même débit tranquille qui agaçait tant certains commentateurs politiques. Sauf qu'ici, cette sobriété trouve enfin son terrain naturel. On ne vend pas la mémoire comme on vend un plan de relance. On la construit à petits pas, avec des mots qui ne s'usent pas au bout de 3 jours. On peut imaginer qu'en 2025, lorsque la maladie ou l'usure finissent par l'emporter, c'est à ce moment-là que la cohérence de sa trajectoire apparaît au grand jour. Les nécrologies, les hommages, les témoignages ne parlent pas seulement de Matignon ou du Quai d'Orsay. Ils évoquent le professeur d'allemand, le maire bâtisseur de Nantes, l'artisan patient des coalitions parlementaires, le chef de gouvernement. Critiqué, l'ancien ministre partit défendre la mémoire des esclaves et des colonisés. On découvre, en remontant le fil, qu'il n'a jamais vraiment changé de méthode. Écouter, relier, apaiser, faire tenir ensemble des morceaux qui se croyaient incompatibles. Son grand rival, qu'il s'appelle Chauty, Hollande, Valls ou Macron, n'a finalement jamais été une seule personne. Le vrai adversaire, tout au long de sa vie, c'était la tentation du raccourci. La politique comme coup de force, comme slogan, comme triomphe instantané. Face à cela, Ayrault aura incarné une autre option, la politique comme travail, comme couture lente, comme compromis assumé. Une façon moins spectaculaire de faire de l'histoire, mais peut-être plus durable. À Nantes, des années après sa disparition, la ville continue de porter sa marque. Dans les anciens chantiers navals transformés, dans les rails du tramway qui sillonnent des quartiers autrefois oubliés, dans les Centeminadei, quais réinventés, dans les œuvres d'art qui jalonnent l'estuaire, on retrouve cette obstination du temps long. Les habitants qui n'ont jamais connu le maire Ayrault vivent pourtant dans la ville qu'il a dessinée. À Paris, les élèves qui apprennent l'histoire de l'esclavage dans des manuels enrichis, les visiteurs qui arpentent les mémoriaux, ignorent parfois le rôle qu'il a joué, mais dans les archives, dans les rapports, dans les décisions éparpillées, son empreinte demeure. Et c'est peut-être là, finalement, que se résout la tension de toute sa trajectoire.
Oui, Jean-Marc Ayrault a vécu sous la tyrannie des horloges. Échéance électorale, vote décisif, remaniement, date dans les journaux officiels. Oui, il a perdu des duels, raté des rendez-vous, subi des humiliations, mais ce qu'il laisse derrière lui ne se compte ni en sondage, ni en nombre de tweets, ni en minutes de temps de parole. Il laisse une ville transformée, une certaine idée de la gauche de gouvernement et une pierre ajoutée à la lente construction d'une mémoire plus juste. Le professeur, le maire, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le militant de la mémoire. Ce ne sont pas des personnages différents, ce sont les actes successifs d'une même histoire. Une histoire où le héros ne gagne jamais vraiment la bataille du jour, mais finit par peser sur le siècle. Dans un pays qui aime tant les destins flamboyants et les chutes spectaculaires, Jean-Marc Ayrault aura choisi une autre voie, celle de l'homme qui ne cesse pas de travailler, même quand le projecteur s'éteint, et c'est peut-être pour cela que, longtemps après sa dernière échéance, on continue, sans toujours s'en rendre compte, de vivre dans le temps qu'il a contribué à façonner